Voilà, on va commencer. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire donc, qui traite d'Arcade et de la configuration des pop-up ou des fenêtres contextuelles en fonction de la langue dans laquelle vous utilisez ArcGIS. Alors, aujourd'hui on va donc d'abord parler de nos fenêtres contextuelles ou de nos pop-up. Donc qu'est-ce que c'est un pop-up et comment on peut le configurer. Ensuite on va passer à Arcade, donc un peu comprendre ce langage de script qui est propre à ArcGIS. Ce que sont les profils d'Arcade aussi, donc où est-ce qu'on peut utiliser Arcade au final, quelles sont les composantes d'Arcade, et puis on va parler d'expressions attributaires, et puis on va rentrer dans le vif du sujet, les démonstrations, où on aura quelques exemples où vous pourrez voir comment on peut effectivement utiliser Arcade pour créer des chouettes fenêtres contextuelles dans nos cartes. Et puis on terminera comme d'habitude avec les liens donc que vous recevrez aussi à la fin pour ceux d'entre vous qui sont intéressés de vous y mettre. Et la traditionnelle séance de questions-réponses, donc je vous invite pendant toute la durée du webinaire à ne pas hésiter surtout à poser vos questions dans le chat. Et alors je ferai de mon mieux pour y répondre à la fin de la présentation. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'un pop-up ou une fenêtre contextuelle? La fenêtre contextuelle, c'est ce qui va s'afficher quand on va cliquer sur un élément ou sur une zone spécifique dans la carte. Donc un élément, je veux dire une entité. Ça va vous fournir une information sur l'élément sur lequel on a cliqué. Et donc, il y a plusieurs types de contenus qu'on peut inclure. Donc comme vous voyez sur la diapositive, un pop-up peut comprendre des images, des graphiques, des vidéos, des fichiers audio, des informations descriptives sur l'élément, donc les informations des champs. On peut aussi avoir des URL vers des sites web, etc. et des actions. Et alors en fait par défaut, quand vous allez activer les pop-up dans votre carte, vous allez avoir simplement une vue par défaut avec la liste des champs et les valeurs des champs, mais vous allez pouvoir personnaliser votre contenu de pop-up, et ça on va le voir dans la démonstration. Ensuite, vous pouvez aussi personnaliser l'apparence, donc mettre des onglets dans vos pop-up, avoir des couleurs, etc. Et puis configurer des actions et des filtres. Donc ça, c'est un peu ce que je démontre ici dans la petite vidéo que vous voyez à l'écran. Donc elle joue en boucle, donc on va voir quand elle recommence. Mais l'idée, c'est qu'ici, on a une carte avec des clusters, donc on a des points qui sont regroupés. Et en fait, il y a des actions dans la fenêtre contextuelle. Comme vous pouvez voir, ici, on a déjà fait un zoom sur une entité spécifique. Mais en fait, si je reviens ici au début de la vidéo, donc on a une vue sur toute l'Europe avec des clusters de points. Donc on voit à chaque fois quand on clique sur un cluster une sorte de résumé de ce cluster-là avec le nombre de points de power plants et des valeurs, des pourcentages, etc. Et alors, on a une première action dans cette fenêtre contextuelle qui fait qu'on peut aller voir toutes les entités dans ce cluster. Donc là, si je clique Browse Features, j'ai la liste et je peux venir interroger n'importe quelle de ces entités-là. Donc par exemple celle-ci, Angleur, et j'ai des informations descriptives, et puis je peux aussi cliquer Zoom To pour venir voir exactement où se trouve cette entité-là. Donc ça c'est un peu les actions et les filtres. Ensuite vos pop-up, vous pouvez utiliser des modèles, donc vous pouvez créer votre propre template de pop-up et puis le réutiliser à chaque fois que vous créez des cartes. Et ensuite, le pop-up, il peut aussi être utilisé dans des widgets. Donc, notamment, par exemple, si vous faites de la collecte de données, vous pouvez convertir votre pop-up en un formulaire pour faire la récolte des données sur le terrain. Alors maintenant qu'on a fait la petite introduction pop-up, passons à Arcade. Donc Arcade, qu'est-ce que c'est? C'est un langage d'expression qui est portable, léger et sécurisé, et qui est écrit vraiment pour être utilisé dans ArcGIS. Donc on va un peu décomposer ce que j'ai dit dans cette phrase. Donc un langage d'expression, donc voilà, c'est utilisé pour écrire des instructions et donc pour fournir des valeurs. Par contre, c'est pas un langage d'expression de script comme par exemple Python qui va nous permettre d'automatiser des flux de travail. Donc si vous êtes intéressé de faire de l'automatisation, etc., alors vous allez plutôt devoir vous tourner vers du Python, du modèle builder, des tâches, et on a justement fait un webinaire à ce sujet-là le mois passé, donc vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Ensuite, portable, donc on peut écrire, partager, exécuter sur l'ensemble de la plateforme ArcGIS, donc que ce soit ArcGIS Online ou bien ArcGIS Pro ou bien d'autres applications ArcGIS, on peut transférer en fait nos expressions arcade de l'un à l'autre. Et ensuite, c'est un langage qui est léger, donc c'est-à-dire qu'il s'exécute dans ArcGIS avec un impact minimal sur la performance, et sécurisé, donc aucun code n'est exécutable en dehors d'ArcGIS. Et alors Arcade, en fait, c'est un langage qui a été développé par Esri vraiment pour être utilisé dans ArcGIS, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est basé sur du JavaScript. Bon, donc pour
ceux d'entre vous qui ont un peu d'expérience avec JavaScript, c'est assez similaire. Alors, où est-ce qu'on peut utiliser Arcade? Donc, comme je dis, c'est conçu pour être utilisé dans ArcGIS. Et en fait, Arcade est exécuté dans le contexte d'un profil spécifique, désigné. Donc le profil, c'est vraiment le contexte dans lequel on va évaluer l'expression et dans lequel l'expression est comprise. Et donc on a différents exemples. Par exemple, un profil, c'est la calculatrice de champ. Donc si vous voulez calculer un champ, comme vous voyez ici à l'exemple, on va multiplier un score fois un rank. Donc c'est des valeurs attributaires d'une entité. Et on peut remplir un nouveau champ avec ce calcul de champ. Un autre profil, ça va être les fenêtres contextuelles. Donc c'est le sujet de la présentation d'aujourd'hui. On va en parler. On va surtout voir ça dans les démonstrations. On peut aussi utiliser Arcade dans la visualisation. Et ça, j'ai aussi ajouté un petit exemple pour montrer autre chose que simplement les fenêtres contextuelles. Et alors, on a par exemple l'étiquetage. C'est vraiment les 4 profils, je dirais, les plus répandus, les plus connus. Et donc l'étiquetage, évidemment aussi, vous pouvez créer des étiquettes. Ici, vous voyez qu'on utilise Arcade pour faire un formatting, donc mettre en gras, par exemple, notre étiquette. Mais on peut aussi faire des associations de valeurs attributaires dans une étiquette, passer à la ligne, etc. avec Arcade. Et voilà encore d'autres profils. Donc on a aussi des règles attributaires. Donc les règles attributaires qui vont nous permettre de créer des règles de validation, de calcul sur nos attributs. On peut aussi utiliser Arcade dans ArcGIS Dashboards. Pour ceux d'entre vous qui créent des tableaux de bord avec ArcGIS, sachez que vous avez aussi la possibilité d'utiliser Arcade pour écrire des expressions, générer des valeurs, etc. Et puis il y a encore plein de profils. Il y en a 15 au total, donc des tâches pour faire des mises en page, des calculs complexes, etc. Et alors on vous fournira aussi la documentation de ces 15 profils à la fin. Alors, les composantes d'Arcade. Donc, Arcade est fait de 4 grandes composantes. Donc, premièrement, il y a les variables. Donc, les variables, c'est utilisé pour stocker des valeurs dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, dans Arcade, les variables sont souvent utilisées pour représenter des attributs de la carte. Par exemple, la population ou la densité de population. Et donc, vous faites référence à une donnée qui pourra ensuite être utilisée dans une expression plus complexe. Il y a des variables locales et globales. Donc, en fonction de leur portée, une variable locale va être reconnue à l'intérieur d'une fonction, tandis qu'une variable globale va être reconnue en dehors de ça. Alors ensuite, on a les fonctions. Donc les fonctions, ce sont des blocs de code, simplement, qui vont effectuer une tâche spécifique. Et donc dans Arcade, les fonctions vont être utilisées pour effectuer des opérations mathématiques, ou de géométrie, ou de transformation de données. Donc par exemple, il y a une fonction distance qui va permettre de calculer la distance entre 2 points. Et donc c'est un processus défini qui va manipuler vos données en entrée. Ensuite, on a les constantes. Donc les constantes, c'est des valeurs qui ne changent pas forcément pendant l'exécution. Et donc dans Arcade, les constantes vont être utilisées pour représenter des valeurs comme le nombre de jours dans une année ou la valeur pi, par exemple, qui est enregistrée dans Arcade même. Et alors il y a aussi des constantes de manipulation de texte. Donc si par exemple, vous voulez passer à la ligne dans une étiquette, vous allez utiliser une constante de manipulation de texte. Et ensuite, finalement, les itérateurs. Donc les itérateurs c'est une structure de données qui va vous permettre de parcourir une séquence d'éléments. Donc, vous allez par exemple parcourir toutes les entités spatiales dans une couche de carte avec une boucle ou bien tous les éléments d'une liste. Et donc, les itérateurs vous permettent d'avoir une sorte de condition. Et donc, vous allez itérer à travers toutes vos entités, par exemple, jusqu'à ce que la condition ne soit plus satisfaite. Donc ici, quelques petits exemples de ces 4 éléments. Donc une variable, ici on a un petit exemple où on voit qu'on va déclarer une variable pour donner accès à des entités ou des attributs dans la suite de notre code et de notre expression. Donc ici, on va déclarer la variable population et on va récupérer en fait la valeur du champ pop pour l'entité sélectionnée. Donc par exemple, quand on l'affiche dans la fenêtre contextuelle, on veut récupérer la valeur pop de l'entité sélectionnée. Ensuite, une fonction. Donc ici, comme je disais, la fonction réalise une action à l'aide de paramètres. Et chaque fonction va avoir un nombre ou un type de paramètres aussi qui est propre à la fonction. Ici, on a la fonction filtre qui prend en entrée l'entité et qui va faire un filtre sur un champ, par exemple classe, qui sera sensitive. Ensuite, une constante. Donc, comme je disais ici, c'est une constante de gestion de texte. Et donc, on peut passer à la ligne, par exemple, dans une étiquette via la commande textformatting.newline. Et alors, les itérateurs, donc par exemple une boucle when, ça peut aussi être une boucle for ou une boucle if. Donc ça, pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de coder, vous connaissez un peu l'idée de créer des boucles pour itérer à travers des entités ou bien des champs, ou bien des éléments dans une liste.
Alors on va directement passer à la démonstration, c'est le plus intéressant. On va voir un exemple ici où on va afficher l'entité la plus proche d'une autre entité dans la fenêtre contextuelle. Donc ici on va lancer une petite vidéo, j'ai préenregistré donc ma démonstration pour ne pas avoir les problèmes du direct. Donc je vais vous lancer ça. Alors j'ai ici une carte de Mons avec deux couches de points, donc j'ai d'une part des monuments et d'autre part des stations Cambio. Et alors si je viens cliquer par exemple ici sur un monument, je vais voir la fenêtre contextuelle qui va apparaître. Et donc par défaut, cette fenêtre contextuelle, c'est un titre qui reprend une valeur de champ et puis une liste des champs de toutes les valeurs en fait des attributs pour cette entité-là. Et donc pour ma couche Cambio, c'est la même chose. Si je clique sur une station ici, je vais avoir la liste des champs qui correspondent à cette station-là. Si je veux venir maintenant configurer cette fenêtre contextuelle, je vais venir me rendre ici dans la liste de mes couches pour être sûr de sélectionner la couche qui m'intéresse. Donc ici, on va commencer par configurer la fenêtre contextuelle de la couche Cambio. Et alors ici à droite, je vais venir choisir Pop-up ou bien fenêtre contextuelle si vous utilisez Argis Online en français. Alors première chose évidemment que je peux faire, c'est simplement de désactiver ces fenêtres contextuelles. Donc à ce moment-là, l'utilisateur ne peut plus interroger l'entité en cliquant dessus. Mais ici, bien sûr, c'est pas ça qui va nous intéresser. On va réenclencher cette fenêtre contextuelle et venir changer le premier élément. Ici, donc on voit la structure de notre fenêtre contextuelle. Il y a deux items, deux éléments, le titre et puis la liste des champs. Et donc on va d'abord changer ce titre, puisque pour l'instant, on voit que le titre c'est la valeur du champ ID ici, ce qui n'est pas optimal. Donc on va plutôt par exemple choisir d'afficher le champ adresse. Et donc le titre de notre fenêtre contextuelle sera à chaque fois l'adresse de notre station Cambio. Et puis ensuite, on peut venir configurer notre élément liste des champs ici. Donc on peut par exemple supprimer certains champs. Donc par exemple ici les object ID, etc. Ça ne m'intéresse pas. Mais peut-être que dans ce cas-ci, on a vraiment envie d'uniquement avoir le lien vers le site de Cambio. Et donc dans ce cas-ci, je vais ajouter du contenu sous un autre format. Donc ici, je vais ajouter du texte. Et dans ce petit champ, je peux écrire par exemple URL vers le site de Cambio et reprendre la valeur donc du champ. Donc ici, je vais simplement ouvrir ceci et avoir un menu déroulant et donc choisir lien Cambi. Mais ceci, ça va me poser un problème. Donc si je clique sur OK, on va directement le voir. C'est que ça va être formaté comme du texte. Et donc effectivement ici, impossible pour moi de cliquer et d'afficher ce site-là. Et donc je vais venir configurer ça différemment. Je vais modifier mon texte ici, Edit. Et dans l'éditeur, je vais plutôt sélectionner le texte ici. Je vais d'abord copier en fait ceci, comme ça je ne dois pas le réécrire. Je vais sélectionner ici et puis désigner que je veux créer un URL, un link. Et ici je viens copier, coller plutôt la valeur du champ, donc la référence vers ce champ-là, attributaire comme URL à mettre. Et donc je sauvegarde et là je viens supprimer ceci. Et donc quand je clique sur OK, vous allez voir que cette fois-ci j'aurai un URL et donc en cliquant sur ce texte, je serai amené donc au site de cambio.be et donc ceci pour n'importe quelle gare, station Cambio. Donc si je viens sélectionner celle-ci par exemple, je serai amené vers l'URL de Saint-Joseph sur cambio.be par exemple. Et alors je peux maintenant simplement supprimer ici l'élément liste des champs. Donc je vais cliquer Delete. Et donc de cette façon, j'ai une fenêtre contextuelle très simplifiée avec simplement l'adresse et puis l'URL. Et donc ça c'est la première configuration. Donc maintenant on va passer à la deuxième couche, monument. Ici on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué, on va voir avec Arcade comment faire des calculs sur nos données. Mais avant ça, je vais commencer par changer le titre ici de ma fenêtre contextuelle. Donc lockname de nouveau c'est pas très parlant, ça reprend un champ, mais ici j'ai un autre champ qui est plus intéressant, qui est user object, où j'ai une description en fait de mon monument. Et donc je viens simplement supprimer ça, et je viens choisir le champ qui m'intéresse, qui est user object. Et puis je vais supprimer la liste des champs, delete, avant de commencer à créer mon expression attributaire. Donc, comme je disais, on va venir afficher pour chaque monument, en fait, l'information de la station Cambio la plus proche, qui est à moins de 5 km de ce monument-là. Donc, pour ce faire, je vais ouvrir ici Attribute Expressions et créer une nouvelle expression dans l'éditeur Arcade. Alors cet éditeur Arcade, vous voyez que j'ai un petit exemple ici à chaque fois que j'ouvre, et donc c'est un exemple ici par exemple qui me permet de calculer la moyenne de valeurs de champs. Donc ici c'est les ventes au Q1, Q2, Q3, Q4, et donc je peux simplement dynamiquement calculer la moyenne de ces valeurs-là. Mais ici on va se débarrasser de cet exemple-là et on va utiliser notre propre exemple, qui est que donc on va trouver la Cambio la plus proche. Donc je vais appeler cette expression closest Cambio.
Et alors je vais commencer à rédiger donc mon expression. Donc la première chose que je dois faire, c'est d'aller chercher les stations Cambio. Et donc pour ce faire, je vais créer une variable qui va s'appeler simplement Cambio. Et donc dans cette variable, je vais aller chercher le feature set. Et donc pour ce faire, je peux utiliser l'interface. Donc au lieu de tout écrire manuellement moi-même, je vais venir utiliser les petits boutons ici à droite. Et donc par exemple, chercher dans la carte, dans la couche Cambio, ici directement, le feature set by name, map Cambio. Voilà. Alors ensuite, je peux créer ma deuxième variable ici qui va être la variable closest Cambio. Et cette fois-ci, je vais faire une intersection. Et donc vous voyez que quand je commence à taper, j'ai de nouveau des indices. Donc je peux simplement ici venir choisir et taper sur Enter pour choisir la fonction intersect qui m'intéresse. Et alors l'intersection, ça va être entre Cambio, la variable que je viens de créer avant, et un buffer géodétique. Donc c'est un buffer avec les distances réelles à la surface de la Terre entre l'entité que je vais sélectionner. Donc l'entité, ça va bien sûr être le monument. Ici je vais choisir donc la variable feature et ensuite la distance qui va être de 5 km. Donc je ne veux pas trouver des stations Cambio qui soient à plus que 5 km. Et donc je viens renseigner ça comme ça. Alors ensuite, pour le reste du script, je vais simplement faire un copier-coller de ce que j'ai déjà préparé, sinon ça va vraiment prendre longtemps. Et puis ensuite, j'expliquerai ce qu'on a fait. Donc je vais venir coller ici. Et je vois que j'ai déjà une erreur. Donc ici, effectivement, la parenthèse, c'est pas juste. Il faut que je vienne mettre un 5. Alors, donc ici, comme je disais, on a commencé par déclarer notre variable Cambio pour venir chercher donc les entités Cambio, puisqu'ici on est en train de configurer la fenêtre contextuelle de notre couche monument. Ensuite, closest Cambio, donc c'est une intersection, donc on va reprendre les Cambio qui sont à moins de 5 km du monument en question. Et alors on va ensuite créer une liste ici qui est vide, features with distances. Et on va calculer en fait la distance entre la station Cambio et le monument sélectionné. Et donc on va itérer en fait à travers toutes les entités qui se trouvent dans closest Cambio. Donc toutes les stations Cambio qui étaient à moins de 5 km de notre monument. On va passer à travers, calculer la distance et la stocker en fait dans un dictionnaire qu'on va pousser ensuite dans un tableau. Donc vous voyez ici push. On va pousser dans le tableau Feature with Distances, qui est un tableau qu'on a créé ici, qu'on a déclaré, qui est vide pour l'instant. Donc ici on a une boucle for qui nous permet de passer à travers donc, toutes les stations Cambio dans closest Cambio. Et alors on va stocker ici ce dictionnaire dans notre tableau vide. Et donc on utilise une fonction custom pour calculer cette distance. Ensuite, on va venir trier donc en fonction de la distance les stations Cambio qui sont candidates. Grâce à notre fonction toujours. Et alors on va venir chercher la station Cambio la plus proche ici avec first dans la variable sorted. Ici on va juste simplement dire que si on n'a rien, donc aucune station Cambio en fait à moins de 5 km de notre monument, on va retourner nul, donc rien. Et si pas, alors on va retourner ici non seulement le nom de la station mais aussi son adresse. Donc voilà, on va vous fournir aussi les bouts de code après le webinaire. Et donc ici, puisque c'est fini, alors j'ai encore une petite erreur ici qui m'est indiquée par le fait que ce soit rouge. J'ai une parenthèse en trop, donc les parenthèses se ferment automatiquement quand on met une parenthèse pour fermer. Et puisque je m'étais trompée, que j'avais mis une parenthèse ici. Voilà, mais maintenant que c'est correct, je peux cliquer sur Done. Et donc j'ai mon expression attributaire qui existe, mais qui n'est toujours pas intégrée dans ma fenêtre contextuelle. D'ailleurs, avant de cliquer sur Done, je peux la tester aussi en cliquant sur Run ici. Et donc ça va me générer un output pour la première entité que le script trouve. Donc visiblement ici c'est un monument qui n'a aucune station Cambio à proximité. Dans ma fenêtre contextuelle, donc, je vais venir ajouter un élément de texte. Et là, je vais pouvoir utiliser la valeur de mon expression dans cet élément de texte. Donc, cette fois-ci, je vais mettre simplement la station Cambio la plus proche. Double point. Et là, à la ligne, je viens insérer. Et donc, quand je tape ce symbole, j'ai de nouveau mon drop-down avec tous mes champs. Mais tout à la fin, en plus de mes champs, j'ai mes expressions attributaires. Donc ici, j'ajoute closest Cambio. Et je clique sur OK. Et ça vient me générer ici à chaque fois, pour le monument sélectionné, la station Cambio la plus proche.
Et donc si si je sélectionne un autre monument, je vais voir afficher donc une autre adresse et un autre nom de station Cambio. Donc voilà, ça c'est le premier petit exemple où on voit comment on peut faire interagir des données de deux couches différentes dans une fenêtre contextuelle pour afficher, donc c'est un exemple assez pratique, euh, l'entité la plus proche. Voilà, donc c'était la première petite démonstration, un cas assez pratique qui peut être appliqué à plein d'autres données. Donc si on interroge un point, trouver l'autre point le plus proche. Donc si c'est par exemple des commerces et que vous voulez trouver le concurrent le plus proche, ça peut être quelque chose comme ça aussi, qui s'affiche dans la fenêtre contextuelle. Donc ça c'était cet exemple-ci. Et alors la deuxième petite démonstration, maintenant ça va être comment on peut résumer des points qui intersectent un polygone via la fenêtre contextuelle. Donc je vais de nouveau lancer une petite vidéo pour illustrer ça. Alors ici pour ce deuxième exemple, j'ai une carte qui est très encombrée avec deux couches. Donc la première couche ici c'est NUTS, c'est une couche de polygones, et donc NUTS c'est la nomenclature des unités territoriales statistiques de l'Union européenne, et donc c'est la couche NUTS au niveau 2. Donc au niveau 2, par exemple en Belgique ça représente les provinces. Et alors au-dessus de ça, j'ai une couche de points ici qui provient du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et cette couche de points représente les sites de santé. Donc on a notamment des cliniques, des docteurs, des postes médicaux et des hôpitaux. Donc comme je disais, c'est très encombré et c'est assez illisible. Donc si je viens zoomer ici sur la Belgique, on va avoir du mal à interpréter quoi que ce soit de cette carte. Et donc ce que je vais plutôt faire, c'est venir cacher cette couche de points. Donc je la désactive et on va résumer les données de ces points par polygone de la couche NUTS. Donc si je viens pour l'instant cliquer sur un polygone NUTS, j'ai une fenêtre contextuelle avec simplement le nom de la province ici en Belgique et la liste des champs. Donc cette fois-ci on va venir ajouter une expression arcade pour résumer les points qui intersectent chacun de ces polygones. Donc je vais de nouveau cliquer ici sur Pop-up et je vais créer une nouvelle expression attributaire. Donc à nouveau, je vais ouvrir l'éditeur Arcade ici. Alors, mon expression attributaire, ça va être une expression qui va me permettre de trouver les top health sites. Et je vais commencer à rédiger mon expression. Donc, je vais de nouveau d'abord créer une variable, point, qui va reprendre donc, les points qui intersectent l'entité que je sélectionne, donc le polygone que je sélectionne. Donc, je vais de nouveau utiliser ma fonction intersect. L'entité, c'est ma variable globale feature, puisque c'est le polygone qu'on interroge dans la fenêtre contextuelle. Et la géométrie à intersecter, ce sera donc les points qui viennent de ma couche health sites. Et donc je peux de nouveau aller la récupérer ici via la petite interface map. Je vais chercher health sites. Et ici je prends feature set by name, map, health sites, health facilities. Et alors il me faut aussi le champ amenity, qui est le champ qui reprend le type en fait de site de santé. Donc est-ce que c'est une clinique, un hôpital, un site de santé justement, ou un médecin. Et donc je vais ajouter le nom de ce champ ici, amenity. Voilà. Alors ici, je vais déclarer ma première variable. Et ensuite je vais créer une variable statistique. Donc on va mettre var stat. Et ici, je vais regrouper en fait ces points par type de site de santé. Donc le champ amenity qui prend la valeur docteur, hôpital, etc. Et donc je vais utiliser la fonction group by que je vois ici. Alors les entités que je dois regrouper, c'est les points qui viennent de la variable que j'ai créée à l'étape précédente. Group by field, donc le champ que je veux évidemment utiliser, c'est toujours amenity. Et ensuite, la statistique que je veux avoir, c'est le nombre total de points par amenity dans chacun de mes polygones. Et donc pour ça, je vais créer un dictionnaire. Donc je vais utiliser cette bracket-ci et je vais mettre name, donc c'est le nom de la statistique, total. Ensuite, expression 1 entre guillemets. Et puis statistique, double point, count. Donc on va compter le nombre de points en fait par polygone et par catégorie. Alors ici, une fois que j'ai terminé ma ligne, je
passe à la prochaine ligne, où on va créer encore une nouvelle variable qui va être top points. Et ceci va nous permettre, alors top points plutôt comme ça, de créer un top 3. Donc pour ce faire, je vais choisir top. Alors le top 3, ça va être, il faut d'abord que je mette dans l'ordre les groupes que j'ai créés à l'étape précédente. Donc je vais faire order by. Et ce que je veux trier, c'est stats que j'ai créé à l'étape précédente. Je vais faire un ordre par total. Donc total qui est la variable que j'ai créée juste au-dessus ici. La statistique en fait que j'ai créée pour mes groupes. Et le des, ça veut dire descendant, descending. Donc c'est-à-dire que je veux d'abord avoir l'entité qui a le plus grand total et puis le moins grand en dessous. Et donc top order by stats total desk. Et alors ici, après la parenthèse, donc en dehors du order by, mais pour le top, j'ai ajouté ,3 pour prendre le top 3. Donc ici, je vais créer un top 3 en fait. Donc pour un polygone, j'ai par exemple un maximum d'hôpitaux et puis des cliniques et puis des docteurs. Et ce qui a le moins, ce sont les sites de santé. Alors une fois que j'ai créé ces trois variables là, je vais créer ma variable pour mon output qui va être vide pour l'instant. Égale, hop. Et alors je vais créer une boucle if. Donc en fait je pourrais avoir par exemple un secteur statistique, ici c'est pas le cas, mais ça pourrait arriver que je n'ai aucun point dans mon polygone, et dans ce cas là il faut que je retourne quelque chose avec pas de site de santé dans ce noyau. Donc je vais mettre if count top points égale 0. Alors ça va être comme ça. Alors je sors de ma parenthèse et j'ouvre ce type de parenthèse là, return, et là je mets du texte, pas de site de santé dans ce noyau. Ça c'est ma première condition if, et donc si c'est pas respecté, on passe à la suite, et là on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler juste num, et pour l'instant elle est égale à 0, et ce num ça va me permettre de venir itérer dans mes trois éléments de top points. Donc top points, si on se souvient bien, on avait choisi que c'était le top 3 ici, donc avec 3 éléments dedans, et on va itérer dans une boucle pour passer à travers ces 3 éléments. Et donc je vais ouvrir cette boucle, for var item in top points, qui me permet de passer à travers donc les 3 éléments de top points. La première commande c'est num++, donc ça veut dire qu'on va incrémenter à chaque fois qu'on passe dans la boucle num, donc num va être égal à 1, puis à 2, puis à 3. Ensuite, on va créer une nouvelle variable qui s'appelle num_points, avec le nombre de points pour chacune des 3 catégories. Ça va être item.total, donc on va prendre la statistique totale de notre item, donc c'est-à-dire l'élément de top points par lequel on passe. Et ensuite, troisième ligne, dans la boucle est une autre variable, c'est le type de point, donc point type égale item, et on prend le champ amenity, toujours. Et puis finalement, on va générer l'output, qui va être, en fait, on va à chaque passage dans la boucle for, ajouter un élément à notre output, qui va être une chaîne de texte, de caractères. Donc pour montrer ça, on utilise l'accent grave ici. Et puis, je vais ajouter ma première variable qui est num. Donc ça va être 1, puis 2, puis 3. J'ajoute un petit point, donc c'est pour créer une liste en fait. Et ensuite, je prends ma variable pointType, $. Donc je veux ensuite afficher le type de point, donc que ce soit un hôpital ou par exemple. Et puis je vais mettre un double point. Et puis je vais afficher la valeur du nombre de points en fait de ce type là. Et donc ça il faut que je l'affiche sous forme de texte, donc je vais mettre texte et puis num points de cette façon-ci, et là je sors et puis je vais juste passer à la ligne pour être sûr d'avoir une liste avec 1, 2, 3 qui sont l'un en dessous de l'autre pour le
top 3 des types de sites de santé. Et je vais simplement choisir return output. Et donc là, mon petit script est terminé. Donc j'ai bien nommé top health sites. Je vois que j'ai pas d'erreur, je peux cliquer sur done. Donc je vais le faire. Et maintenant, on va l'intégrer dans la fenêtre contextuelle pour voir ce que ça donne. Donc je vais ajouter ici un élément de texte. Et on va dire, on va simplement mettre top health sites in this notes to polygon, double point, et puis on vient intégrer notre expression arcade, et je vais cliquer sur OK. Et je vais supprimer ici cette liste de champs. Et donc ici, pour chacun de nos polygones, on a un petit texte qui reprend donc 1, 2, 3, le type de amenity, donc ça c'est le champ amenity, et le nombre de points total qui a été recensé dans ce polygone-là. Et donc si je clique sur un autre polygone, je vais avoir d'autres statistiques qui s'affichent. Et voilà, j'ai rapidement pu donc résumer en fait les données des points qui intersectaient un certain polygone. Ok, et alors j'ai une deuxième petite vidéo ici, donc que j'ai coupée pour pas perdre le temps de recréer les expressions. Dernier petit exemple ici pour notre fenêtre contextuelle. J'ai ajouté, donc, ça je ne l'ai pas montré dans la vidéo, une expression pour calculer la quantité totale de chacune des 4 catégories dans une expression différente. Et je peux simplement ajouter maintenant un graphique aussi à ma fenêtre contextuelle. Donc si je choisis chart ici, je peux choisir bar, line, pie. Donc ici on va prendre un gâteau. Et alors je vais sélectionner les champs. Et donc parmi les champs que je peux sélectionner, je peux aussi sélectionner les expressions attributaires que j'ai créées. Donc ici je vais choisir les 4. Et alors j'aurai pour chacune de mes catégories une couleur différente. Et donc pour chacune de mes provinces, je vais voir apparaître un graphique avec les proportions relatives des 4 catégories. Ici il n'y en a que 3 à chaque fois. Voilà. Voilà, donc ça c'était le deuxième exemple pour résumer donc des points qui intersectent un polygone. Ici c'était particulièrement intéressant puisqu'on avait énormément de points et donc ça permet d'avoir une sorte de résumé. Et puis dernière petite démonstration, donc comme je le disais, je voulais aussi inclure quelque chose en dehors des pop-up pour montrer donc qu'il y a d'autres utilisations pour arcade aussi. Donc comme je disais, il y a 15 profils au total et ici j'ai créé une toute petite démo pour montrer un exemple avec la visualisation où on va partir du Living Atlas. Donc je vais de nouveau lancer la vidéo. Donc on part du Living Atlas, qui est une bibliothèque de contenu d'Esri, et là on peut parcourir dans les données, et par exemple filtrer pour les données de la Belgique. On va ouvrir cette donnée-là dans une carte. Et donc en fait il s'agit du pouvoir d'achat par personne en Belgique en 2021. Et je peux simplement ouvrir cette donnée dans ma propre carte. Donc on va étendre ici la liste de couches, et on voit qu'on a un tas de couches, certaines sont désactivées. En fait c'est un affichage en fonction de l'échelle, et donc au fur et à mesure que je zoome, je vois apparaître des couleurs différentes. Je peux aussi faire apparaître la légende pour mieux comprendre ce que ces valeurs signifient. Donc c'était bien du pouvoir d'achat par personne, comme vous voyez ici. Si j'ouvre maintenant la table attributaire, ici en dessous, vous allez voir que j'ai en fait d'autres champs. J'ai pas uniquement l'information du pouvoir d'achat par personne, j'ai aussi la population totale, la densité de population, etc. Puis j'ai d'autres champs ici qui vont être voilà, la population totale de femmes et d'hommes pour chacun de ces polygones-là. Et donc je peux choisir d'afficher en fait autre chose dans cette couche. Malgré que cette couche ne m'appartienne pas et que je ne peux pas modifier les données, je peux faire des calculs sur les données et afficher quelque chose en fonction de ça. Donc ici je vais de nouveau utiliser le petit éditeur pour venir chercher la valeur des deux champs. Ici je vais prendre la population d'hommes et je vais diviser par la population totale. Donc je viens rechercher les champs qui m'intéressent ici via la barre de recherche, total pop, et alors je descends et je vois population totale 2021. Et là j'ai simplement divisé la quantité totale d'hommes par la population totale de chaque polygone, et ça me génère une expression pour la proportion d'hommes évidemment par polygone. Et donc je clique sur OK, et maintenant je vais pouvoir changer la symbologie de ma carte pour afficher donc cette valeur de proportion d'hommes. Donc là, c'est aussi un moment où l'arcade est intéressant, c'est que ici j'utilise une donnée publique ouverte du Living Atlas, et je peux pas la modifier, mais je peux faire des calculs sur les données, et donc ici j'affiche la proportion d'hommes sur ma carte. Et alors on va voir ici que, par exemple, à Bruxelles,
on a la petite légende qui s'affiche avec les zones plus foncées qui sont les zones où on a plus d'hommes et les zones plus claires où on a plus de femmes. Et donc on voit par exemple qu'ici le centre de Bruxelles, Mille-Bruxelles, c'est une commune qui est avec une majorité d'hommes. Et puis on a d'autres communes plus dans la périphérie où on a une majorité de femmes. Ça, c'était le petit exemple hors contexte des fenêtres contextuelles pour voir qu'on peut utiliser aussi pour la visualisation. Les étiquettes, évidemment, c'est un cas d'usage aussi qui est très commun. Donc ça nous amène déjà à la fin de la présentation. Ici, il y a quelques liens. Donc avec la documentation, la base de Arcade pour les fenêtres contextuelles. Vous avez aussi la page des développeurs qui reprend la documentation d'Arcade. Il y a des exemples de code sur le GitHub d'Esri, donc si certains d'entre vous sont prêts à commencer mais veulent avoir un peu de l'inspiration, il y a des exemples qui existent. La documentation sur les 15 profils d'Arcade, donc si vous voulez commencer à utiliser Arcade dans d'autres contextes, par exemple pour faire des règles attributaires, la documentation est là. Et puis le Playground qui vous permet de tester des petits bouts de code d'Arcade. Alors bien sûr, si vous voulez vraiment en savoir plus, on a toutes ces ressources aussi. Donc la première, c'est LearnArcGIS. C'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir suivre des petits tutoriels. Et donc par exemple, si vous cherchez Arcade, vous allez certainement trouver l'un ou l'autre tutoriel pour essayer d'utiliser Arcade pour la première fois. Ensuite, on a Esri Academy ou Esri Training. Et là, de nouveau, vous allez avoir accès à un tas de e-learning en fonction de la maintenance que vous avez. Vous avez accès à une gamme d'e-learning plus large. Il y a l'Esri Community aussi, donc ça c'est la communauté des utilisateurs, où il y a plein de gens qui posent des questions, et évidemment dans le contexte ici d'écrire des petits scripts, il y a plein de gens qui vont poser des questions, voilà j'essaie de réaliser ça, je n'y arrive pas, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et donc il y a vraiment plein de ressources très utiles sur cette page-là. Et puis la documentation évidemment comme d'habitude, qui vous permet de comprendre bien toutes les possibilités, par exemple de configuration de pop-up. Donc, comme on arrive à la fin, on va passer aux questions-réponses. Je vais vous faire un petit tour dans le chat pour voir s'il y a déjà des questions. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas, si vous en avez encore qui arrivent maintenant, de les inclure dans le chat et je ferai de mon mieux pour y répondre. En attendant, je fais la petite publicité pour notre prochain webinaire qui aura lieu fin avril, qui va traiter d'ArcGIS Indoors, donc une application de cartographie intérieure. Voilà, c'est une collection d'outils qui va vous permettre d'importer des données BIM dans votre SIG et puis avoir une solution interactive via le web ou le mobile. Et donc on va voir des exemples d'ArcGIS Indoors si ça vous intéresse. Ensuite, au niveau des formations, la prochaine formation en français, c'est ArcGIS Online, qui se déroule le 12 avril, c'est online. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à nous contacter ou à vous inscrire directement via le site web. Toutes les informations sont sur le site web, donc n'hésitez pas. Et puis comment est-ce qu'on peut vous aider plus généralement? Donc si vous êtes intéressé par un training différent de celui-là, un training qui n'est pas affiché sur notre site web, n'hésitez pas à nous contacter, on peut toujours faire ça sur mesure. On fait aussi des coachings individuels et des projets spécifiques de tout genre. Donc voilà, vous avez nos informations de contact, n'hésitez pas. Donc j'allais voir dans le chat si on a reçu l'une ou l'autre question.